Alors, l'exercice 17.5 traitait, alors on considérait deux nombres x égale 3 quarts et y égale 2 tiers. Et dans la question 1a, on vous demandait de montrer que x était un nombre décimal. Donc dans la correction que j'ai écrite, je respecte même pas les numéros des questions, mais c'est pas grave. Donc sachez que la question 1 c'est la question 1a, que la question 2 c'est la question 1b, et que la question 3a c'est la question 2, et que la question 3b c'est la question 3. Peu importe. Donc on vous dit, montrer que x est un nombre décimal. Alors x c'est 3 quarts. 3 quarts c'est 75 sur 100. C'est donc 75 sur 10 au carré. Donc c'est bien un nombre entier divisé puissance de 10. Donc x est un nombre par décimal. On vous dit démontrer que y est un nombre rationnel non décimal. Donc en fait là il y a deux choses à montrer. Il faut déjà montrer que y est un nombre rationnel et qu'il n'est pas décimal. Alors rationnel, c'est sûr, c'est le quotient de deux nombres entiers. Donc il n'y a pas de souci, il est bien rationnel. Pas décimal, donc c'est exactement la preuve qu'on avait fait dans le cours, d'accord, pour prouver que 1 tiers n'était pas décimal. Donc vous écrivez y qui vaut 2 tiers qui vaut a sur 10 puissance n avec a appartenant à z, d'accord. Y vaut a sur 10 puissance n avec a appartenant à z. Et donc par un jeu de produit en croix, a du coup c'est 2 fois 10 puissance n divisé par 3. Et ce nombre il appartient à z. Or, 2 fois 10 puissance n n'est pas un multiple de 3 puisque 3 ne divise ni 2, ni 10, ni 10 puissance n. Donc du coup, ce nombre-là, ce n'est pas un multiple de 3, et donc 2 fois 10 puissance n divisé par 3, ce n'est pas un nombre entier. Donc a n'est pas un nombre entier. Or, on a supposé que a en était un, donc on a une contradiction. Et donc y, il appartient bien à q, mais il n'appartient pas à d. D'accord. Pour la question 2, on vous dit comparer ces deux nombres. Alors, je l'ai donné sans justification. 3 quarts est plus grand que 2 tiers. Alors, 3 quarts c'est 0,75, 2 tiers c'est environ 0,67, donc à la louche, d'accord. 3 quarts est plus grand que 2 tiers. On pourrait donner des arguments un peu plus compliqués. Je voulais faire une correction assez rapide, donc je vais aller assez vite. On pourrait faire une démonstration un peu plus détaillée, d'accord, de pourquoi 3 quarts est plus grand que 2 tiers, sans passer par les valeurs approchées. Et la question 3, c'est donner un nombre décimal qui est strictement compris entre x et y. Alors, vu les valeurs approchées de tout à l'heure, j'ai choisi 7 dixièmes, d'accord. 7 dixièmes est un nombre décimal. Il est bien strictement plus petit que x, 0,75, et bien strictement plus grand que 2 tiers, d'accord. Donc, le nombre b qui vaut 7 dixièmes, il va convenir. Ce sont les nombres irrationnels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre irrationnel? Étant donné l'étymologie, je veux dire même la construction du mot irrationnel, là le ir c'est la négation latine du mot rationnel, donc en fait un nombre irrationnel c'est simplement un nombre qui n'est pas rationnel, d'accord? C'est-à-dire un nombre qui ne va pas admettre d'écriture fractionnaire. Ok? Et je vous invite tout de suite à faire, alors dans l'exercice 17.6, on vous demandait de construire un carré de côté 12 cm et de mesurer la diagonale. Alors, je n'ai pas, je crois, d'outil règle, ou bien, c'est moi qui ne sais pas. Non, je n'ai pas d'outil règle. Je regarde, non, j'ai pas d'outil règle. Par contre, en le faisant, d'accord, en mesurant, on trouve D à peu près égal à 17 cm. Alors, c'est qu'une mesure, hein, d'accord. C'est pour ça que j'utilise bien le environ, parce que vous allez voir qu'en fait, il va y avoir un tout petit souci après. Question 2. On vous dit montrer que la valeur exacte de la longueur de la diagonale est 12 racine de 2. Alors là, il faut utiliser le théorème de Pythagore. Par exemple, dans le triangle rectangle ABC, AC carré, c'est au carré. C'est égal à AB carré plus BC carré, c'est-à-dire 12 au carré plus 12 au carré, c'est-à-dire 2 fois 12 au carré. Alors je laisse volontairement comme ça, que du coup on a D au carré égale 2
fois 12 au carré. Je fais pas le calcul, c'est volontaire. En fait, on peut dire du coup que D c'est 12 racine de 2. D'accord? Je vous rappelle quand vous êtes développement en produit de nombre naturel, particulièrement par exemple en produit de facteur comique, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Quand vous avez des carrés, passez à la racine carrée, les carrés s'en vont, et tout ce qui n'a pas de carré reste sous la racine carrée. D'accord? Donc ici, le carré de 12 s'en va, et il vous reste racine de 2. D'accord? Donc vous allez me prouver que c'est 12 racine de 2. Question 3. On pourrait déduire des pressions précédentes que 12 racines de 2 égale 17 et que donc racine de 2 égale 17 sur 12. Que pensez-vous de cette égalité? Alors, il suffit d'aller chercher une valeur approchée de racine de 2. Alors, racine de 2, c'est 1,4142 environ. Et 17, ça fait 1,4167. Alors, c'est deux valeurs qui sont assez proches, mais malgré tout, qui ne sont pas égales. D'accord? Donc, on pourrait dire que cette égalité est fausse. Alors, la question, c'est justement de démontrer que cette égalité est fausse, d'accord? En utilisant le raisonnement par absurde. Alors, raisonnement par absurde, hein, encore une fois, je répète, c'est, on va supposer que on a bien ce qu'on veut pas. Et on va prouver que y a un problème. D'accord? Alors, supposons que racine de 2 soit égale à 17 sur 12. Alors, si racine de 2 est égale à 17 sur 12, ça veut dire que 12 racine de 2 est égale à 17. Donc, du coup, 12 racine de 2 au carré égale 17 au carré. Alors, un rapide calcul mental ici. 12 racine de 2 au carré, ça fait 2 fois 12 au carré, c'est-à-dire 2 fois 144, donc 288. Donc on aurait 288 égale, et 17 au carré, donc un petit calcul mental, ça fait 140 et 100, 240 et 49, 289. Donc on aurait 288 égale 289. Et du coup, ben ça, donc on aboutit à une contradiction. D'accord? Parce qu'en fait, 288 n'est pas égal à 289. Ce qui implique en fait que 12 racine de 2 n'est pas égal à 17, donc du coup que racine de 2 n'est pas égal à 17 sur 12. Donc ce qu'on a supposé est faux. Donc son contraire est vrai, c'est-à-dire que racine de 2 n'est pas égal à 17 sur 12. Donc comment on fait pour prouver que le nombre racine de 2 est un nombre irrationnel? Eh bien, on va utiliser encore un raisonnement par l'absurde. D'accord? Donc on va essayer de supposer le contraire, enfin essayer, on va supposer le contraire, on va supposer que racine de 2 est un nombre rationnel, et du coup on va prouver que il y a un problème. Alors, on sait que si racine de 2 est un irrationnel, on peut l'écrire sous forme de fraction. Et donc, en particulier, puisque on a tout plein de fractions qui sont égales entre elles, on va choisir la fraction irréductible qui est égale à racine de 2. Donc on va écrire racine de 2 égale a sur b, avec a appartenant à z, b appartenant à z étoile, et a et b n'ont pas de diviseur commun. Alors ça, c'est très très important. Ça va nous servir pas mal pour la suite. Alors j'élève au carré, comme on a fait dans la preuve de tout à l'heure. Racine de 2 au carré, ça fait a sur b au carré, c'est-à-dire que 2 égale a carré sur b carré, et donc on obtient que a carré c'est égal à 2b carré. D'accord, on obtient ça. Alors, on peut en conclure du coup que a carré et b carré, ils ont le même chiffre des unités, puisqu'ils sont égaux. D'accord. Et on va observer le tableau que je vais vous montrer juste après, on va en déduire que le chiffre des unités de a carré et de 2b carré, c'est 0. Alors, comment on fait ça? Eh bien c'est simple, hein, on va lister toutes les possibilités pour le chiffre des unités de a,
toutes les possibilités pour le chiffre des unités de B, et on va voir que la seule possibilité qu'ils ont en commun, A carré et B carré, comme chiffre des unités communs, c'est 0. Alors, comment il faut lire ce tableau? Il faut le lire de la manière suivante. Donc, ici, dans cette colonne-là, on a le chiffre possible des unités pour A, d'accord? Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, on regarde le carré de A. Donc 0 au carré, ça fait 0 des unités, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Donc jusque-là, pas de problème. 4 au carré, c'est 16. Donc le chiffre d'unité de 16, c'est 6. Etc. Je continue, d'accord? 5 au carré, 25. Donc chiffre des unités 5. 6 au carré, 36. Donc chiffre des unités 6, etc. Donc en fait, le chiffre des unités de A carré, c'est soit 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. Vous voyez? Donc par exemple, ça peut pas être 2, ça peut être 3, ça peut pas être 8, ça peut pas être 7. Quand je fais la même chose avec B, eh bien j'ai les deux mêmes colonnes, forcément, hein, puisque j'ai les mêmes chiffres des unités et donc les mêmes chiffres des unités pour B carré, mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le chiffre des unités de 2B carré. Et donc, si le chiffre des unités de B carré c'est 0, ben celui de 2B carré c'est 0. Le chiffre des unités de B carré c'est 1, ben celui de 2B carré c'est 2. Si le chiffre des unités de B carré c'est 4, celui de 2B c'est 8. Si le chiffre des unités de B carré c'est 9, eh bien 2B carré fait 18, donc du coup, le chiffre des unités c'est 8, etc., 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 etc. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que 2B carré, il a pour chiffre des unités 0, 2, 8 ou 2. 2 ou 8. Donc le seul chiffre des unités que A carré et 2B carré ont en commun, c'est 0. Et en fait, quand on regarde les possibilités communes, ça veut dire que A a pour chiffre des unités 0 et B a pour chiffre des unités 0 ou 5. D'accord? Parce qu'il y a deux endroits où 2B carré a pour chiffre des unités 0, c'est pour quand B est de chiffre des unités 0 ou 5. Donc ce qu'on remarque, c'est que soit alors, A est un multiple de 10, et donc un multiple de 5. B est un multiple de 10 ou de 5, donc il est un multiple de 5. Donc, si racine de 2 est rationnelle, ça veut dire que A et B, ils sont tous les deux multiples de 5. Or, ça veut dire du coup que la fraction irréductible, hein, je rappelle, hein, la fraction A sur B qui était irréductible, elle est donc simplifiable par 5, ce qui n'est pas possible, d'accord, puisque une fraction irréductible, par définition, elle n'est pas simplifiable, d'accord, ce qui va donc contredire la supposition de départ, et donc on en déduit que du coup l'hypothèse qu'on a faite est fausse, et l'hypothèse qu'on avait faite c'était que racine de 2 était rationnelle, donc du coup racine de 2 n'est pas rationnel, il est bien irrationnel. Alors, dans ce petit exercice, on nous demande de placer sur le schéma ci-dessous les nombres 0,5, 0, moins 5, 8 quarts, 7 tiers et moins racine de 2, sachant que le schéma ci-dessous, comment il faut le comprendre? Il faut se dire que ici, le petit ensemble qu'on définit par l'ovale ici, c'est l'ensemble des antinaturels, que celui-là, c'est l'ensemble des antirelatifs. Vous voyez que l'ensemble des antirelatifs englobe bien l'ensemble des antinaturels. Donc tous les relatifs, antirelatifs, etc. sur le même principe pour B, Q et pour R. Donc si le nombre qu'on considère il est un antinaturel, il faut le mettre ici. Si c'est un antirelatif qui n'est pas naturel, ici. Si c'est un nombre décimal qui n'est pas entier, il faut le mettre ici. Si c'est un nombre rationnel qui n'est pas décimal, il faut le mettre ici. Et si c'est un nombre irrationnel, il faut le mettre ici. D'accord? Alors 0,5. 0,5, c'est pas un entier. Donc il n'est pas dans n, il n'est pas dans z. Mais 0,5 c'est 5 sur 10 puissance 1. D'accord? Donc il appartient à D. Mais il appartient pas à z. Donc 0,5, moi je vais le mettre ici. 0, 0 pas de débat, c'est un antinaturel, donc on va le mettre ici. Moins 5 n'est pas un antinaturel, mais c'est bien un entier, c'est un entier relatif, donc il est dans Z, mais pas dans N, donc on va le mettre ici. 8 quarts, c'est une fraction simplifiable, elle vaut 2, c'est un antinaturel, donc 8 quarts on peut le mettre ici. 7 tiers. Alors, 7 tiers, hein, si je refais la démonstration qu'on a vue en début du chapitre, hein, si on voulait l'écrire A sur 10 puissance N, on aurait que A c'était 7 fois 10 puissance N divisé par 3, or 3 ne divise ni 7 ni 10 puissance N, donc ce nombre-là n'est pas un nombre décimal, d'accord? Et donc, a priori, c'est un nombre rationnel qui n'est pas décimal, donc 7 tiers. C'est un nombre rationnel pas décimal, donc il est dans Q mais pas dans D. Et moins racine de 2, on a vu que racine de 2 était rationnel, donc il n'est pas dans Q, donc il est dans R. Dans le 17.8, on vous demande d'indiquer la nature de chacun des nombres ci-dessous. Alors, moins racine de 2, la vue en cours, c'est un nombre irrationnel.
Racine de 0,81. Racine de 0,81, ça fait 0,09, c'est-à-dire 9 divisé par 10 au carré, donc c'est un nombre décimal. 1,45, 1,440, pardon, fois 10 puissance 4, ça fait 14 450. C'est donc un entier naturel. Merci. 9 sur 10. Alors, pareil. Pi sur 4. Bah, pi sur 4, pi étant pas un nombre rationnel, c'est un nombre irrationnel. 7e, bah, c'est clairement un nombre rationnel. Racine de 2 sur 2, le tout au carré. Ça fait racine de 2 au carré, donc 2, divisé par 2 au carré 4, c'est-à-dire 1 demi. 1 demi, c'est 5 dixièmes, donc il appartient à D. 5 pi sur 8 pi, si on simplifie, ça fait 5 huitièmes. 5 huitièmes. 5 huitièmes, c'est un nombre décimal. Alors, je vais essayer de trouver la puissance de 10 qui va bien. 25. ça fait 625 sur 1000, donc 625 divisé par 10 puissance 3. C'est donc un nombre décimal. Racine de 5 plus 4, racine de 5 est un nombre irrationnel et 4 est un nombre antinaturel. Hein, du coup, c'est celui qui est dans le plus gros ensemble qui va prévaloir, donc lui c'est un nombre irrationnel. Racine de 3 1, facteur de racine de 3 plus 1. Donc là, il fallait développer. Ça fait racine de 3 au carré moins 1 au carré d'après l'identité remarquable. C'est-à-dire 2, ça appartient à n, puisque c'est un antinaturel. 12,54 fois 10 puissance moins 1254 pardon, fois 10 puissance moins 2, ça fait 1254 divisé par 10 puissance 2. Donc par définition, lui, c'est un nombre décimal. Racine de moins 69, ça fait 69. C'est donc un antinaturel. Et 3,14 divisé par pi, bah, étant donné que pi est un nombre irrationnel, c'est comme tout à l'heure, hein, quand on a une opération avec deux nombres qui ne sont pas dans le même ensemble, c'est généralement celui qui est dans le plus gros ensemble qui prévaut. Donc ici, c'est un irrationnel. Dans l'exercice 17.7, l'objectif est de refaire une démonstration. En fait, même la même démonstration qu'on a vue dans le cours, d'accord, du fait que racine de 2 est irrationnelle. Donc, on va faire le même raisonnement, on va utiliser un raisonnement par l'absurde, d'accord, et on va supposer que racine de 2 est rationnelle, donc il existe deux entiers P et Q, tels que racine de 2 égale P sur Q avec P et Q irréductible, Q d'ailleurs non nul, d'accord. En passant au carré de chaque côté de l'égalité, on obtient 2 égale P carré sur Q carré, c'est-à-dire que P carré égale 2Q carré. Donc, il y a deux versions de cette preuve, il y en a même une troisième qu'on ne va pas aborder, mais en fait, il y en a même, je crois, il y en a plus d'une dizaine en fait, de preuves différentes de ce résultat, d'accord. Nous, on va en voir deux. On va en voir une qu'on a abordée dans le cours, d'accord, donc je vais pas m'attarder plus que ça. Mais j'aimerais quand même qu'on refasse rapidement le remplissage des tableaux, etc., pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça marche, et ensuite qu'on essaye de voir le raisonnement en fait. Alors du coup, puisque P carré égale 2Q carré, alors P carré et 2Q carré ont seulement le même chiffre des unités puisqu'ils sont égaux. Donc en fait, on va s'intéresser au chiffre des unités de P carré et au chiffre des unités de 2Q carré. Donc on va remplir ce tableau-là, d'accord. Chiffre des unités de P carré en fonction du chiffre des unités de P. Alors 0, 0 au carré, ça fait 0, donc le chiffre des unités de P carré c'est 0. 1 au carré c'est 1, donc le chiffre des unités de P carré c'est 1. 2 au carré c'est 4, donc le chiffre des unités de P carré c'est 4. 3 au carré c'est 9, donc le chiffre des unités de 3 au carré c'est 9. Donc jusque là, pas de problème. Si P égale 4, 4 au carré vaut 16, donc le chiffre des unités de P carré ici c'est 6, etc., etc. Donc je vais remplir le tableau, d'accord, 6, 5, 6, 7, 9, hein, 7 au carré 49, 8 au carré 64 et 9 au carré 80. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cette ligne-là? Ce qu'on remarque, c'est que, eh bien, en fait, le chiffre des unités de P carré ne peut être que 0, 1, 4, 9, 6 ou 5. Ensuite, eh bien, on va faire pareil pour Q, et on va essayer d'avoir le chiffre des unités de 2Q carré. Donc on va d'abord déjà chercher le chiffre des unités de Q carré. Alors, vu que Q et P ici prennent les mêmes valeurs, ben ici du coup on a la même ligne, hein. Donc on a le même chiffre des unités à chaque fois, 0, 1,
4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. Et ensuite, on va doubler Q carré pour avoir le chiffre d'unité de 2Q carré. Alors ici, c'est 0, 2, 8. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors 9 au carré fait 18, donc le chiffre des unités fait 8. 16 au carré, 2, ça fait 32, donc le chiffre des unités de 32, ça fait 2. 25 x 2, 50, donc le chiffre des unités ici, c'est 0. 36 x 2, 72, donc ici le chiffre des unités, c'est 2. 49 x 2, ça fait 98, donc le chiffre des unités, c'est 8. 64 x 128, le chiffre des unités fait 8, et 81 x 2, le chiffre des unités c'est 2, 162, donc le chiffre des unités c'est 2. Donc ce qu'on remarque, c'est que le chiffre des unités de 2Q carré ne peut être que 0, 2 ou 8. Et en fait, comme ici, dans la ligne des P carrés, on n'a ni 2 ni 8, le seul chiffre qui est en commun, c'est 0. Hein, c'est le 0 qui est là, avec celui qui est là, et le 0 qui est là. Alors, quel est dans ce cas le chiffre des unités de P et ceux de Q? Alors, chiffre des unités de P, donc ce que je vais appeler CHUN P, chiffre pour chiffre unité de P, je vais mettre un point entre les deux, CH.UN de P c'est 0, et CH.UN de Q c'est 0 ou 5. D'accord? Puisqu'en fait, quand on regarde, hein, à chaque fois qu'on a 0 dans la ligne qui nous intéresse, hein, on regarde le chiffre des unités correspondant. Que peut-on en déduire concernant P et Q en termes de divisibilité? Eh bien, que P, il est multiple de 10, puisque le chiffre des unités c'est 0, donc forcément multiple de 5. Quand on est divisible par 10, on est divisible par 5. Et Q, ben, son chiffre des unités c'est 0 ou 5, donc il est forcément divisible par 5. Donc en fait, P et Q sont tous les deux divisibles par 5. Donc ça veut dire que P sur Q, donc la racine de 2, quoi, c'est 5P' sur 5Q'. Donc ça veut dire qu'en fait, cette fraction-là, on peut la simplifier par 5. En fait, ce qui est pas possible, puisqu'on a dit qu'en fait, P et Q étaient... Enfin, que la fraction P sur Q était irréductible. Donc là, on a une contradiction, en fait. D'accord? Ça nous permet de refaire la preuve qu'on a fait ce matin. Là, on a une contradiction. Donc du coup, où elle est la contradiction? Elle est le fait qu'on peut simplifier une fraction irréductible. Ça, c'est pas possible. Donc si on en vient là, avec ce raisonnement, à simplifier une fraction irréductible, c'est qu'au départ, l'hypothèse qu'on a faite, elle est fausse. Et quelle hypothèse on a fait au départ? On a fait l'hypothèse, eh bien, que racine de 2 était rationnelle. Hein. Supposons que racine de 2 est rationnelle. Donc, cette hypothèse-là est fausse. Et si cette hypothèse-là est fausse, c'est que racine de 2 n'est pas rationnelle. D'accord? Donc ça, c'est la version 1 qu'on connaît. Donc là, on va ramener le problème à un problème géométrique. Alors, l'égalité P carré égale 2Q carré, avec P sur Q irréductible, signifie qu'on est le plus petit triangle isocèle rectangle, dont les côtés ont pour longueur entière P pour l'hypoténuse et Q côté. Donc, vous voyez le carré qui est ici, AC vaut P, et BC égale à B, et vaut Q. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans l'exercice 17.6 avec le carré de côté 12. D'accord? Ici, 12, c'était Q. Et le 17, entre guillemets, hein, c'était P. D'accord? Alors, en repliant le côté BC, donc en ramenant ce côté-là sur la diagonale, en fait, on obtient le point F. Donc en fait, CF vaut Q. D'accord? Expliquez pourquoi AFE est rectangle en F. Eh bien, pour la simple et bonne raison que l'angle ici est droit. D'accord? Et vous faites une symétrie axiale suivant la droite CE, puisque vous repliez B sur l'hypoténuse. Donc en fait, ici, la droite CE que vous obtenez, c'est l'axe de symétrie, en fait, si vous voulez, du quadrilatère CBEF. D'accord? C'est même une droite que vous ne connaissez pas qui s'appelle la bisectrice. D'accord? De l'angle FCB. Donc du coup, ici,
par symétrie, hein, l'angle qui est là et l'angle qui est là sont égaux, d'accord? Symétrie axiale là donc. Donc du coup, le triangle AFE, il va être rectangle en F. Donner la valeur de l'angle FAE, eh bien FAE, il va falloir qu'on fasse un petit raisonnement pour trouver la valeur de cet angle. Alors, déjà, ce qu'on peut avoir comme indication, c'est que cette longueur-là et cette longueur-là, elles sont égales. D'accord? Par symétrie, si vous voulez. Et donc BE égale EF. Oui, c'est ça. Alors, BE égale EF, et en fait, vous voyez que l'angle BAC et l'angle EAF, ils sont égaux. Et on savait que ABC était isocèle rectangle, d'accord? Donc ici, l'angle, il vaut 45 degrés. D'accord? Donc l'angle EAF, ou FAE, peu importe, il vaut 45 degrés. En déduire la nature du triangle AFE, eh bien c'est un triangle rectangle dont la base vaut, dont un angle à la base vaut 45. Donc quand vous faites la somme des angles d'un triangle, je vous rappelle, elle fait 180 degrés. Donc quand vous faites 180 moins 90 moins 45, vous retrouvez 45 ici. Donc vous avez un triangle rectangle dont les deux angles à la base sont égaux. Donc ce triangle AFE, il est isocèle rectangle en F. Alors, exprimer la longueur AF sur de P et Q. Eh bien, on sait que AC c'est P, et que FC c'est Q, par symétrie. Puisque FC c'est BC. C'est ce qu'on a écrit, voilà, c'est F, c'est Q. Donc du coup, ben AF, on remarque tout de suite que c'est AC moins FC, c'est-à-dire P moins Q. Expliquer pourquoi cette longueur est entière. Alors entière dans le sens, pourquoi c'est un nombre entier. Eh bien pour la simple et bonne raison que P et Q sont des nombres entiers, donc vous faites la soustraction de deux nombres entiers, c'est forcément un nombre entier. D'accord? Là je ne vais pas le rédiger. C'est la suite qui va être un petit peu plus... alors, exprimer EB en fonction de P et Q. Alors là, on va avoir besoin de une page. Donc jusque là c'était des considérations assez rapides, hein, c'était l'histoire de symétrie, etc. Donc là il n'y a pas vraiment de calcul, donc c'est là que donc exprimer EB en fonction de P et Q. Alors EB cette longueur-ci, et EB c'est la longueur FE. Et FE, comme on est dans un triangle isoscèle, égal à AF. D'accord? Donc EB égale FE par symétrie, et FE égale AF de la nature du triangle AFE. Donc EB égale FE par symétrie. AF égale FE car AEF isocèle rectangle. Donc finalement, AF c'est EB, et donc EB c'est également P moins Q. En déduire que AE c'est 2Q moins P. Eh bien,
AB moins EB. AE, c'est AB moins EB. Et AB, on est dans un carré, hein. Donc c'est Q moins, du coup, EB qui vaut P moins Q. Donc on le met entre parenthèses, on va enlever, ça va nous changer les signes, ça fait Q moins P plus Q, c'est-à-dire 2Q moins P. Expliquer pourquoi cette longueur est entière, pour les mêmes raisons, d'accord. E est entière, parce qu'elle est somme et produit de nombres entiers, d'accord. Je vais mettre AE est entière, car P, Q sont des nombres entiers. Alors, c'est là que ça va peut-être devenir un petit peu technique. La question c'est montrer que AE est inférieur à
on va aborder la dernière partie de ce chapitre, qui est donc l'encadrement décimal d'un réel. Alors, on a vu toutes sortes de types de nombres. On a vu les antinaturels, les antirelatifs, les décimaux, les rationnels, les irrationnels. Un nombre réel, c'est un nombre qui est rationnel ou irrationnel. D'accord? Voilà. Les nombres rationnels et irrationnels forment un ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres réels et qu'on connaît depuis le début de l'année. Et en fait, il a une propriété qui est assez particulière. Tout nombre réel, on ne peut pas la démontrer parce que c'est extrêmement compliqué avec des outils de seconde, c'est d'ailleurs même impossible, en fait, il manque beaucoup de choses. Mais tout nombre réel x, on peut l'encadrer par deux nombres décimaux. Ce qu'on appelle l'encadrement décimal du réel x. Eh bien, donner un encadrement décimal des réels x, c'est donner deux nombres décimaux a et b tels que x soit compris entre a et b. B-a est appelé amplitude de l'encadrement. D'accord? Amplitude, ça veut dire taille. D'accord? Donc, plus la taille est grande, plus l'encadrement est large, on va dire. L'encadrement est à 10 puissance moins n près. N désigne un entier naturel si son amplitude est égale à 10 puissance moins n. D'accord? Ça veut dire que si son amplitude est égale à 10 puissance moins 2, ça veut dire que A et B ne diffèrent que de 0,01, c'est-à-dire qu'ils ne diffèrent que de la deuxième décimale. De 1 de la deuxième décimale. D'accord? L'arrondi à 10 puissance moins n de x est la valeur de A ou de B la plus proche de x. Alors, petit exercice. Donner un encadrement décimal de 2 tiers à 0,1 près. Alors, 2 tiers. Au plus grand, c'est 7 dixièmes. Puis au plus petit, c'est 6 dixièmes. D'accord? Parce que 2 tiers, hein, on sait très bien que c'est 0,66. Donc, à 0,1 près, ça veut dire que les deux fractions qui encadrent 2 tiers doivent être différentes de 1 dixième. Donc, 0,6666666, d'accord? Je regarde la première décimale, c'est 0,6. Donc, le nombre décimal inférieur, ça va être 0,6, 6 dixièmes, et le nombre décimal supérieur, ça va être 7 dixièmes. À 10 moins 2 près, ben 2 tiers, ça va être compris entre 67 centièmes, pardon, et 66 centièmes. Pour les mêmes raisons. D'accord? 0,66 et 0,67. Et si on fait pareil au millième, c'est-à-dire à 10 moins 3, eh bien, 2 tiers va être encadré en valeur supérieure par 67 millièmes et 666. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que plus l'amplitude est faible et plus l'encadrement il est précis. D'accord? Là, la borne sup ici c'est 0,7, ici c'est 0,667. Donc vous voyez, on est quand même, on sert un peu plus, on va dire, de tiers. Donner l'arrondi de pi à 10 moins 3 près, pi à 10 moins 3 près, hein, vous cherchez, c'est 3,142. Arrondi à la troisième décimale. Hein. Pi, une valeur approchée, c'est 3,159, 26, 53, 7, etc. Donc, à la troisième décimale, 3,14, 1. Et vous regardez la quatrième, c'est 5. Donc là, c'est 2. Petit 3. En physique, on a mesuré une masse m et on donne comme résultat m égale 11,6 kg. Le dernier chiffre, en fait, connu à plus ou moins 0,5 près, donner un cadre de m en kg et préciser son amplitude, eh bien m, c'est 11,6 plus 0,5 en valeur sup, et 11,6 moins 0,5 en valeur inférieure. D'accord? Pourquoi? Parce que plus ou moins 0,5, ça veut dire que votre valeur centrale, vous en écartez à plus ou moins 0,5. Donc du coup, votre masse m, elle est située entre 12,1 kg et 11,1 kg. Et quelle est l'amplitude? Eh bien, l'amplitude de l'encadrement, ici, c'est 12,1 moins 11,1, c'est-à-dire 1. Et ici, il n'est pas précis, c'est le kilo. 17,9
17.9. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier. Tout nombre rationnel est un nombre réel. Bah, c'est vrai. Il n'y a pas grand chose à dire, car eh bien, l'ensemble des nombres rationnels sont tous inclus dans l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des rationnels sont des nombres réels par, j'ai presque envie de dire par définition. Il existe des nombres réels qui n'ont pas des nombres décimaux, c'est vrai. Exemple de tiers. Et le carré d'un nombre irrationnel est irrationnel. Bah, c'est vrai. Non, c'est faux, pardon. C'est faux. Un exemple très simple, c'est racine de 2. Hein. Racine de 2, ça fait 2. Racine de 2 est un nombre réel qui n'est pas rationnel. Or, racine de 2 au carré, lui, il appartient à n. Donc à q. Donc c'est faux. À l'aide de la calculatrice, donnez pour chaque nombre un encadrement décimal d'amplitude 10-3. Alors, il suffit de taper la valeur approchée tout simplement, hein, et puis après, ben, il vous renvoie un arrondi, puis après alors, racine de 7, je vais le faire simplement. Racine de 7, ça fait 2,6457. D'accord? 2,6457. Pourquoi je prends la quatrième décimale? Parce que je veux un encadrement d'amplitude 10-3, donc il faut que je sache ce que je fais. Donc, pour la borne inf, je fais ce qu'on appelle une troncature, c'est-à-dire que hop, je coupe, je mets 2,25. Et pour la borne sup, je fais ce qu'on appelle un arrondi à l'excès, c'est-à-dire que peu importe la quatrième décimale, j'augmente celle-ci de 1, donc 2,646. Moins 7 tiers. Alors, moins 7 tiers, vous demandez à votre calculatrice, hein, ça fait à peu près moins 2,3333. 7 tiers. Ça va être compris entre eux. Alors attention, ici l'arrondi par défaut, ça va être moins 2,334, parce qu'on est dans les négatifs. Et l'arrondi par excès, ça va être moins 2,333. Et enfin cube. Alors pi au cube. Pi puissance 3. Ça fait 31,0062 à peu près. 0,63 même. 31,0063. Donc pi au cube. Il va être compris entre valeur par défaut 31,6 et valeur par excès 31,000.